Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer cette première séance de l'année du Centre d'Alembert. Il y a une remise en cause des faits établis dans le monde académique. Parfois, les faits sont remis en cause à l'intérieur même du monde académique. Parfois, c'est une remise en cause qui provient de l'extérieur du monde académique et ça pose la question des critères de validation, des méthodes d'établissement de la vérité. Ce que nous souhaitons cette année, c'est faire le point sur comment on établissait les faits dans le monde académique, dans les différentes disciplines. Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui est spécifique dans les méthodes utilisées, dans les raisonnements utilisés en sciences. Donc, ce qu'on va questionner, ce qui va être questionné durant cette première séance, c'est qu'est-ce qu'un fait en sciences du climat. Ça sera pour la première, c'est l'objet de cette première séance. Et puis, il y aura d'autres séances, notamment une séance en biologie, où on s'intéressera à qu'est-ce qu'un fait en biologie, et puis comment les notions de confiance, de robustesse dans des domaines tels que la biologie ou les recherches en médecine s'appliquent. Et par la suite, il y aura d'autres séances en informatique, en mathématiques, en économie et en astrophysique. Donc pour cette première séance avec les sciences du climat, donc sur cette question qu'est-ce qu'un fait en sciences du climat, il y aura deux intervenants. Un premier intervenant qui est Pascal You, qui est directeur de recherche au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et puis après ce premier intervenant, il y aura une seconde intervenante qui est Hélène Guillemot, qui est chercheuse au CNRS, au laboratoire Colliret, qui est historienne, et qui présentera une autre façon de répondre à cette grande question. Et donc, pour cette première intervention, Pascal You va nous va parler des événements extrêmes et comment est-ce que les événements extrêmes sont liés au changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire vis-à-vis des événements extrêmes. Donc, je laisse la parole à Pascal You. Et donc, là, il va présenter pendant environ 45 minutes. Quelques questions suivront. Ensuite, il y aura la présentation d'Hélène Guillemot. Et vous pourrez poser des questions à ce moment-là un peu plus longues, un peu plus nombreuses aux deux intervenants, à la fois Hélène Guillemot et puis aussi à Pascal You. Merci pour cette introduction. Donc, je suis ravi d'être ici et je suis très content de voir que la salle est presque pleine. Donc, dans cette présentation, je parlerai un petit peu de mon métier sur l'analyse d'événements extrêmes. Alors, je constate que j'ai quelques collègues statisticiens qui, j'espère, m'excuseront si je dis trop de bêtises. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser pour une autre chose, c'est que la plupart de mes transparences seront en anglais, mais je vais évidemment parler en français. Donc, je vais vous parler d'une des choses sur laquelle je travaille beaucoup, qui est l'attribution d'événements extrêmes. Alors, la motivation, on a des événements extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a en mémoire? La vague de chaleur l'été dernier, avec toutes les conséquences qu'elle a eues. Pour les plus anciens, la vague de chaleur de 2003, mais 2019 était pas mal. La semaine dernière, on a vu des flocons de neige ici, ce qui est assez exceptionnel pour un mois de novembre. D'accord, très bien, une accumulation de tels événements. Et les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que de tels événements deviennent encore plus extrêmes
Ou est-ce qu'ils sont en train de devenir plus extrêmes? Je ne sais pas, peut-être. Donc plus extrêmes. Est-ce qu'il y en a encore plus? Alors on peut avoir l'impression qu'il y en a plus parce que la presse en rapporte plus, mais est-ce que c'est vrai? Et la question qui nous taraude tous, c'est quel est le rôle des activités humaines dans ces événements extrêmes? Donc ces deux questions, ça pourrait s'apparenter à une sorte de comptage, finalement. Cette question est un peu plus subtile parce que ce n'est pas que du comptage. D'accord? Il faut connaître un peu plus de choses. Alors, ces trois questions, en particulier cette dernière question, est devenue très à la mode au début du XXIe siècle. Donc, il y a un collègue anglais, Miles Allen, qui a commencé à s'intéresser à ce genre de questions. Quel est le rôle des activités humaines dans les événements extrêmes? Parce que ce collègue anglais, qui habite à Oxford, a vécu une très grosse inondation, qui a sans doute endommagé sa maison, et s'est dit, mais est-ce que c'est normal? Enfin, j'habite là depuis longtemps, c'est la première fois que je vois un truc pareil, est-ce que c'est lié aux activités humaines? Et puis, quelques années après, donc c'était en 2000, en 2003, cette fameuse vague de chaleur qui tue pratiquement 15 000 personnes en France, hein, et beaucoup de gens en Europe. Et Miles Allen a été un des premiers en Europe à se poser la question, mais est-ce qu'on peut intenter un procès à quelqu'un pour ce qui s'est passé? Alors, ça a eu des répercussions. Je ne sais pas s'il y a eu des suites juridiques à ça, mais ça a été un peu l'acte de naissance de ce qui s'appelle l'attribution d'événements extrêmes. Alors, les Anglais prétendent toujours qu'ils sont les premiers à avoir fait quelque chose, et je pense qu'il y a des précédents à ça, qui datent de la fin des années 50, et plutôt en France et en Belgique, qui est cette bande dessinée, SOS Météor, donc c'est une aventure de Blake et Mortimer. Alors je vais faire un petit sondage. Combien de personnes dans cette salle ont lu cette bande dessinée? Une petite fraction, pas énorme. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe dans cette bande dessinée? Donc dans cette bande dessinée, dans cette histoire, il y a plein d'événements extrêmes qui se succèdent. Donc ça se passe près de Paris, ou il y a une grande partie qui se passe à Paris, une partie non négligeable qui se passe pas loin d'ici, entre Massy-Palaiseau et Igny, donc c'est pas loin d'ici. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'événements extrêmes, et les héros de l'histoire, en particulier Mortimer, se demandent s'il y a une cause à ces événements extrêmes. Et il y a une cause, effectivement, dans cette bande dessinée, qui est les forces du mal, ici, ont plein d'appareils qui déclenchent ces événements extrêmes, et qui ont pour but, en fait, de créer un énorme brouillard autour de la France et de Paris, qui permettront aux méchants d'envahir le monde gentil, civilisé. Et grâce à Blake et Mortimer, en fait, on pourra contrer la genèse de ces événements extrêmes. Alors ça, c'était à la fin des années 50, bien avant Miles Allen, mais il n'empêche que les protagonistes sont quand même anglais, donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et en particulier aux Anglais. Finalement, c'est un peu les héros de l'histoire. On va y revenir. Alors, les événements extrêmes, c'est très bien, donc il nous en arrive plein, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux événements extrêmes? D'accord, ils sont extrêmes, il n'y en a peut-être pas tant que ça, et on se rend compte que la société, donc c'est ce qu'on voit dans la BD ou dans l'histoire de Miles Allen, c'est que la société ou la plupart des écosystèmes sont plus sensibles à quelques événements extrêmes, voire un seul, que des variations climatiques assez lentes. Donc, quand je parle de variation climatique assez lente, par exemple, c'est ce réchauffement de la planète depuis le début du XXe siècle. On parle de quelques dixièmes de degrés Celsius. Quelques dixièmes de degrés Celsius, c'est plus petit que l'élévation de cette température, de la température de cette salle, entre maintenant et la fin du séminaire d'Hélène. D'accord? Donc, mais ces quelques dixièmes de degrés Celsius, en fait, ont une grosse importance pour plein d'écosystèmes, pour la vie, et on peut se demander si c'est ça qui change les propriétés des événements extrêmes. Alors,
ça c'est aussi une petite remarque, mais importante, c'est que quand on étudie les événements extrêmes, ils sont par essence rares, il n'y en a pas tant que ça, et on a besoin de faire quelque chose, des choses très particulières, c'est pour ça, c'est ce qui justifie mon salaire finalement, pour les analyser, les comprendre, les modéliser, et puis en faire des simulations. D'accord? Et ces choses sont très différentes de ce qu'on peut faire pour modéliser finalement une variation lente. Donc je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Alors, quand on parle toujours de définition d'événements extrêmes, on a plusieurs manières de définir des extrêmes. Celle qui peut venir assez naturellement, donc qui est valable, qui n'a pas besoin de définition météorologique finalement, c'est des définitions mathématiques ou statistiques. Donc l'extrême, c'est tout naturellement la valeur la plus forte, ou alors une valeur qui dépasse un certain seuil, ou alors quelque chose qui est rare, suivant un point de vue qu'on peut définir tout à fait objectivement. Donc ça, c'est très bien, ça peut être défini de manière assez objective, voire tout à fait objective, mais ce n'est pas ce qu'on fait en météorologie ou en physique. En physique ou en météo, on a besoin de définir un type d'événement extrême. D'accord? Donc on va parler de vagues de chaleur, de vagues de froid, de tempêtes, de sécheresse. Tout ça, on a besoin de donner un nom. Donc ça correspond à un phénomène physique très particulier. Et ce phénomène physique peut avoir un lien avec une définition mathématique, mais ce lien n'est pas toujours immédiat. On doit faire quelque chose, on doit souvent faire quelque chose d'assez subtil pour utiliser des mathématiques afin de faire de la physique. Mais ces définitions sont tout à fait valables. Et puis, une troisième définition qui est plus liée à la société et aux impacts qu'ont ces événements sur la société. Et ça a l'air anecdotique, mais on définit tous les extrêmes par rapport à quelque chose qui nous touche, finalement. Et donc la société va définir des événements extrêmes en termes de pertes ou de dégâts, une perte économique ou des dégâts, et donc va introduire la notion de risque ou de vulnérabilité. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce genre de définition va forcément biaiser l'événement extrême, la définition de l'extrême ou la perception de l'extrême, par le fait qu'on a des gens pour en souffrir. D'accord? Donc, une vague de chaleur qui tombe au milieu de l'océan, a priori, on s'en fiche, parce que personne ne vit au milieu de l'océan. Une tempête qui touche le milieu du Groenland, a priori, on s'en fiche, parce que personne ne vit au milieu du Groenland. Par contre, une tempête à moitié moins forte que celle qui touche le Groenland, mais qui touche Paris, par contre, on ne s'en fiche pas, parce qu'il y a de gros dégâts. Alors que météorologiquement, c'est des choses assez semblables. Alors, une fois qu'on a donné des définitions physiques ou mathématiques à l'événement extrême, on peut se demander, il va falloir l'étudier, cet événement, en faire une modélisation, comprendre ces choses-là, et on a besoin de finalement savoir quelles variables on regarde. Quand j'ai une tempête, en tempête, je sais qu'il y a beaucoup de vent, très bien, mais il n'y a pas que du vent dans une tempête. Quand j'ai une vague de chaleur, alors je n'ai pas que des joules ou des. On ne peut pas se contenter d'une température assez chaude. Il y a plusieurs types de vagues de chaleur. On a besoin de savoir ce qu'est la circulation atmosphérique. Finalement, est-ce qu'on regarde la température la nuit? Est-ce qu'on regarde la température le jour? Quand on regarde des précipitations, est-ce qu'on regarde l'absence de précipitations ou le fait qu'il ne pleuve pas beaucoup? Et donc, la définition finalement physique de l'événement extrême demande de regarder certaines grandeurs qui ne sont pas toujours faciles à mesurer et finalement qui peuvent affecter complètement ce qu'est la manière dont qu'on va modéliser l'événement extrême. Ensuite, quelle échelle de temps? Ça aussi, c'est très important. Est-ce qu'on regarde des phénomènes qui durent juste quelques heures? Donc, par exemple, les événements Cévenol qui touchent le sud de la France. Donc, en quelques heures, il va tomber 100, 200 mm d'eau. Et donc aucune rivière, rien n'est capable d'absorber toute cette eau. Et donc, ça déborde. Et on a des inondations en quelques heures. Est-ce qu'on parle de jours? Donc, la vague de chaleur de 2019 a duré deux bonnes semaines.
En 2003, ça a duré aussi longtemps, et sauf que, donc, est-ce qu'on s'intéresse au fait que ça dure, l'intensité dure que juste quelques jours, ou ce qui est intéressant aussi, c'est que tout l'été est très chaud, globalement très chaud. Donc ça conduit à une définition finalement assez différente. Est-ce que le fait de dépasser 40 degrés pendant 3 jours, c'est comparable à dépasser une moyenne de 5 ou 6 degrés? D'accord? Parce que je pourrais dépasser chaque jour de 1 degré, et puis, ou de 5 ou 6 degrés de la moyenne saisonnière. Très bien, donc ça me fait une moyenne de 5 ou 6 degrés en moyenne très chaude, beaucoup plus chaude. Mais ce qui peut ne pas être très grave, alors que si je dépasse 40 degrés pendant 3 jours, et que le reste du temps c'est normal, eh bien j'ai une moyenne qui sera pas si grosse que ça, sauf que j'aurai dépassé 40 degrés pendant 3 jours, et ça c'est aussi un extrême. Donc la temporalité est très importante, et puis l'échelle spatiale est cruciale aussi. Dans la définition de l'extrême, une vague de chaleur, ça peut toucher tout un pays. Les épisodes sénols, ils touchent une ville. C'est des précipitations très localisées. Les précipitations en hiver, ça peut toucher tout un pays. Donc là aussi, la manière dont on appréhende l'extrême dépend de la région qu'on regarde. Et puis après, d'un point de vue pratique, jusqu'à combien de temps on s'autorise de regarder dans le passé? Donc est-ce qu'on a des observations pour ces événements extrêmes? Et donc ça, ce n'est pas toujours très clair, donc ça aussi, on a besoin d'observations, et quand on n'a pas assez d'observations, on est obligé d'utiliser des modèles climatiques, et on peut se demander si ces modèles climatiques sont appropriés pour regarder toutes ces choses-là. Donc on va essayer de travailler autour de ça aujourd'hui. Alors des exemples, je vais évoquer ça rapidement. Donc, je parlais de vagues de chaleur, ça c'était une photo prise à Paris. Non seulement il a fait chaud, mais on a eu un épisode de pollution extrême, parce qu'il n'y avait pas de vent pour dissiper la pollution. Ça c'est la sécheresse, donc on n'a plus d'eau sous le pont. Grosse précipitation, et puis, chose dont je ne parlerai pas trop, ça peut être de la neige lourde qui tombe sur des fils électriques et qui peut faire écrouler des fils électriques. Donc ça arrive. Alors, dans le langage des climatologues, on a aussi des extrêmes un peu spéciaux, comme ce qu'on appelle des signes noirs. Donc les signes noirs, une définition acceptable, c'est un événement qu'on n'a encore jamais vu, ou qu'on n'a vu qu'une seule fois, et qui devient une règle, plus tard. Donc il y a des exemples non climatiques, comme l'épidémie de sida. Jusqu'à la fin des années 70, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et puis à partir des années 80, finalement, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Alors la canicule de 2003 est une sorte de signe noir. On n'avait jamais vu un événement pareil en Europe au cours des 5 derniers siècles. Et brusquement, ce truc arrive. Et je vais vous montrer que... Alors ça, c'est une projection climatique qu'on fait avec un modèle climatique qui représente à peu près tout ce qui se passe sur la Terre. Et il y a des observations, c'est des croix. Alors ce modèle climatique, ça va être le modèle de l'IPSL, donc qui a été fait entre Paris et ici. Donc il a des fluctuations qui ressemblent un peu aux observations depuis entre 1850 et maintenant. Donc on est content. On arrive à reproduire des propriétés observées, et puis on peut le faire tourner dans le futur avec des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et si vous regardez 2003, l'observation de 2003, donc, qui sort des courbes, on est vraiment dans le record. 2018, c'est pas mal non plus, c'est la deuxième année la plus chaude en France. Donc ça, c'est des températures pour la température estivale en France entre juin et août. Et puis si on regarde entre maintenant et la fin du XXIe siècle, 2003, c'est pratiquement un petit joueur. D'accord ? Non seulement c'est un été qu'on voit assez souvent, mais c'est presque, en fin de XXIe siècle, c'est presque un été frais. Donc on essaie de s'imaginer ce que peut être un été chaud si 2003 était un été frais. Donc
Voilà, donc le signe noir, c'est l'événement qu'on n'a jamais vu avant. On ne voit rien de comparable à ça avant. Et puis, à la fin, ça devient presque la règle. D'accord? Bon, il y a l'inverse du signe noir, qui est le dodo. C'est-à-dire que c'est comme si je regardais cette courbe dans l'autre sens. C'est-à-dire que, bon, on a plein de... Si le temps se déroulait de la droite vers la gauche, on a plein de vagues de chaleur, là. Et puis la dernière grosse, qui sera en 2003, puis en remontant, on n'en a plus. Enfin, on a d'autres vagues de chaleur, mais qui n'ont rien d'aussi exceptionnel que 2003. Voilà, une typologie d'événements extrêmes. Après, il y a d'autres événements extrêmes spéciaux qui sont les événements composés, qui sont la combinaison de plusieurs facteurs qui, pris chacun de leur côté, ne sont pas forcément très graves, mais quand on les combine, deviennent très graves. Par exemple, un exemple récent, c'est il y a 4 ans. Vous vous souvenez peut-être que l'hiver de 2015, donc en décembre 2015, il fait très bon. Il fait même assez chaud. C'est le record de température pour un mois de décembre, le record de température chaude pour le mois de décembre. On peut se dire, c'est bien, quand il fait bon en décembre, on peut se balader, vous se baladez en t-shirt, très bien, personne n'est mort. Sauf que les plantes, même s'ils ne souffrent pas, en fait, n'entrent pas en dormance. Et donc, elles vont commencer à bourgeonner de manière très, très précoce. Et qu'est-ce qui se passe en mai 2016? Est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il faisait en mai 2016? Est-ce que quelqu'un se souvient du temps qu'il faisait en mai 2016? Voilà, mai 2016, il pleut tout le temps. Des inondations, quelque chose de terrible. Et mai 2016, alors, est-ce que personne ne travaille pour un groupe d'assurance ici? Personne ne travaille à Groupama dans cette assemblée? Groupama enregistre des pertes records, parce que Groupama est le premier assureur des agriculteurs, et l'agriculture subit des pertes énormes à cause de la pluie, tout simplement parce que tout est inondé. Donc, non seulement il n'y en avait pas beaucoup à cause de décembre de 2015 parce que les plantes n'ont pas réussi à construire de la résilience ou de leur résistance parce que l'hiver était trop doux. Mais en plus, tout ce qui a survécu a été submergé par l'eau en 2016, ce qui fait qu'on a une perte agricole record en 2016. Donc c'est l'année où les récoltes ont été les plus faibles en France depuis très 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 longtemps. D'accord? Donc cette combinaison inhabituelle. Alors, les défis scientifiques auxquels on s'intéresse, il y a quelques questions scientifiques qui ont l'air assez simples. Est-ce que des événements climatiques extrêmes sont comme des événements normaux, mais juste plus intenses? Donc c'est une question que se pose Scott Fitzgerald dans un film de Woody Allen, en évoquant son roman le Gatsby, le Magnifique. Est-ce que il se demande si les super riches en fait sont juste comme nous, les juste plus riches? En fait, la réponse est non. Un événement extrême, c'est pas juste un petit truc qu'on peut magnifier pour devenir plus grand. Un événement extrême, c'est quelque chose de spécial. Il n'y a pas de petits cyclones. Les cyclones sont par essence dévastateurs. D'accord? Il n'y a pas de cyclone qui ne cause pas de dégâts. Bon, alors ça c'est une question presque philosophique, mais on travaille là-dessus. Est-ce que ces événements extrêmes sont devenus plus intenses? J'en ai parlé, j'ai posé cette question tout à l'heure. Est-ce qu'ils deviennent plus fréquents? Et une question corollaire, qui est liée à ces deux-là, c'est est-ce qu'il y a un rôle de forçage extérieur, de force extérieure au climat qui peut jouer sur l'intensité ou la fréquence de ces événements? Donc les forçages extérieurs peuvent être tout à fait naturels, comme les fluctuations d'activité solaire, le volcanisme ou d'autres choses. Et ils peuvent être tout à fait liés à l'homme, comme les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, tout ça. Donc on va s'intéresser finalement au lien entre ces deux questions et ces choses-là. Donc
Donc là, on va entrer dans le vif du sujet assez rapidement. Et puis, mais il y a quand même des questions non scientifiques auxquelles on ne peut pas répondre. On peut toujours se poser, on a le droit de se poser ces questions, mais ce ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre. C'est si on prend un événement extrême particulier, par exemple la vague de chaleur l'été dernier, est-ce que cette vague de chaleur a été causée par le changement climatique? Eh bien, c'est le genre de question, dès qu'on discute avec un journaliste, dès qu'on est invité sur un plateau de télé, mes collègues ou moi, on va nous poser cette question. J'en suis sûr, c'est toujours comme ça. Et en fait, on ne peut pas répondre. Des événements comme ça, il y en a eu un en 2003, mais des collègues historiens à Berne ont prétendu que au XVe siècle, donc même avant qu'on ait des mesures thermométriques, il y a eu une vague de chaleur au moins aussi intense que celle de 2003. Alors à cette époque, il n'y avait pas de changement climatique. Donc des vagues de chaleur, on peut en avoir sans changement climatique. Donc la question de la causalité de la vague de chaleur elle-même, cette vague de chaleur-là, je ne suis pas capable de... Personne n'est capable d'y répondre. Donc on ne peut pas répondre à cette question. L'autre question qui a l'air plus subtile, mais qui revient un peu au même, c'est est-ce que le fait qu'on ait des événements extrêmes prouve ou infirme le fait qu'il y a un changement climatique? En fait, ça, on ne peut pas répondre à cette question. Le fait qu'il y a toujours eu des événements extrêmes, quelle que soit leur sorte, ce n'est pas parce qu'il y en a qu'on a du changement climatique ou on n'a pas de changement climatique. Si vous relisez par exemple, au XIXe siècle, on a plusieurs étés pourris. Le roi Ladurie en a beaucoup parlé, qui crée des famines, des disettes, même avant, intenses. On n'avait pas besoin de changement climatique pour avoir des événements extrêmes qui créent des dégâts. D'accord ? Donc les événements extrêmes, en eux-mêmes, ne prouvent rien ou pas grand-chose. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, qui est l'attribution d'événements extrêmes. Donc, même si je ne veux pas dire sur les conditions de déclenchement de l'événement, je peux me demander si, finalement, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux quand même faire quelque chose entre ces événements extrêmes et le changement climatique? Donc ça, je vais revenir tout de suite là-dessus. On va plutôt... donner cette définition de l'attribution d'événements extrêmes. Donc l'attribution d'événements extrêmes, c'est quelque chose d'assez récent, donc ça date de Miles Allen, d'un point de vue statistique. C'est en fait quelque chose d'un peu plus modeste que ce qu'on voulait faire au départ, mais qui est aussi intéressant. C'est on va estimer les changements de probabilité. Plutôt que d'estimer de la causalité, qui est très difficile, voire impossible, on va se demander quelle est la probabilité d'observer une vague de chaleur, quelle qu'elle soit, et voir si cette probabilité change avec le changement climatique. Alors là, une fois qu'on a posé ce problème, on commence à avoir des éléments tangibles pour les traiter. Alors là, j'ai écrit deux gros mots, factuel et contrefactuel. En fait, on va calculer des probabilités d'occurrence d'événements extrêmes dans deux mondes différents. Un monde factuel, qui est le monde dans lequel nous vivons, avec les gaz à effet de serre, avec les gens, la pollution, tout ce qu'on veut, et un monde contrefactuel, dans lequel, par exemple, on n'a plus de pollution, on n'a plus de gaz à effet de serre. Voilà un exemple. Donc j'ai enlevé quelque chose qui me gênait. Alors, le monde contrefactuel, on peut avoir plein de mondes contrefactuels différents, donc la difficulté est évidemment de définir ce truc-là. Ça, c'est le monde dans lequel je vis, donc je le connais, a priori. Donc, tout l'art de l'attribution d'événements extrêmes est de comparer des probabilités dans deux mondes. Résumé à ça, ça a l'air simple. Alors, après, on peut se poser des questions aussi qui sont un peu corollaires de celle-là. C'est, est-ce que un tel événement, ou dépasser un certain seuil, est possible dans un monde... si c'est possible dans un monde factuel, est-ce que c'était possible dans un monde contrefactuel? D'accord? Donc, ou de manière corollaire, est-ce qu'un événement tel que la canicule de 2019 pourrait devenir plus intense dans un scénario de changement climatique?
Donc, quand je dis vague de chaleur de 2019, ce n'est pas juste qu'il a fait très chaud, c'est aussi que la situation météorologique avait une certaine forme. Donc c'était une météorologie assez particulière, qui est très différente de la météo de 2003. Donc est-ce que cette météorologie devient plus fréquente dans le futur, par exemple? Donc c'est un exemple de question que l'on peut traiter et que l'on va essayer de traiter. Ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a plusieurs problèmes qu'il faut traiter, évidemment. Comment est-ce qu'on caractérise l'événement? Donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est grand, petit, ça dure longtemps? Quelles variables utiliser? Une question aussi pratique donc, que je viens de mentionner. Si toute la météo était la même, est-ce qu'un événement qui s'est passé cette année serait aussi intense que si c'était passé il y a 50 ans? Ou est-ce qu'il serait moins intense ou plus intense que s'il se passait dans 50 ans, par exemple, dans 100 ans? D'accord? Voilà, on peut répondre à ce genre de questions. Et puis, quels sont les ingrédients de l'événement extrême? Alors, pour qu'il fasse très chaud, en été, on a besoin de plusieurs ingrédients. Enfin, la chaleur est liée à des échanges thermiques. Donc, on a besoin soit d'apporter de l'air très chaud du Sahara, par exemple. C'est ce qui s'est passé cette année. Donc, au Sahara, de toute façon, il fait toujours très chaud. Si on apporte de cet air très chaud vers la France, eh bien, il se met à faire chaud de manière anormale en France. En 2003, c'est un peu différent. En 2003, en fait, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent et surtout il y a une sécheresse qui est au printemps, ce qui fait qu'on n'a plus d'évaporation. L'évaporation, vous savez, ça refroidit. Quand vous sortez du bain, votre peau est mouillée, même si l'air à l'extérieur de votre baignoire est assez chaud, vous avez froid parce que l'eau s'évapore. Si le sol est sec, rien ne s'évapore, et donc tous les échanges de chaleur vont se faire par un rayonnement solaire, et donc là, la température peut monter très, très, très rapidement. Il n'y a rien pour freiner le réchauffement. Voilà, plusieurs manières de faire du chaud atmosphérique. Et donc, comprendre ces choses-là et comment elles sont altérées, perturbées par le changement climatique est un enjeu de climatologue. Alors, on a besoin de faire plein de choses pour répondre à ces questions. Donc, on a besoin de comprendre la physique des phénomènes. Donc, on a besoin souvent de modèles climatiques. On a besoin d'avoir aussi des modèles statistiques, dont je reviendrai peut-être un peu là-dessus, pour comprendre ces phénomènes. Et puis, de développer un ensemble de méthodes statistiques pour calculer des probabilités de manière fiable. Donc avec des intervalles de confiance. Donc bon, c'est basé sur des théories statistiques assez prouvées, la théorie des valeurs extrêmes. Il y a des échos aussi en théorie des systèmes dynamiques. Donc il y a pas mal de maths là-dedans. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. Alors maintenant, on va entrer, je vais donner un peu plus de détails. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ah oui, d'accord. OK, très bien. Là, je vais vous dire comment on calcule ces probabilités. D'accord? Donc, on va définir une classe d'événements extrêmes. Par exemple, une précipitation qui dépasse un certain seuil. Donc, par exemple, un cumul de précipitations sur le mois de janvier qui dépasse un certain seuil, ou une température, soit sur un mois, sur 10 jours, sur une saison qui dépasse un certain seuil. Voilà une classe d'événements. On va déterminer la probabilité d'appartenir à cette classe, d'une certaine manière, et on va regarder cette probabilité dans le monde actuel. Donc cette probabilité dans le monde actuel, factuel, j'ai appelé P1. P1, c'est la probabilité qu'on voit. Et dans un monde contrefactuel, que je vais appeler P0, donc c'est la probabilité dans un monde donc sans l'effet qui me gênait, que je soupçonne. D'accord? Donc je vais m'intéresser à calculer ces deux choses et on va s'intéresser à voir comment ceci est différent de cela. Et donc si cette probabilité est différente de celle-là, eh bien je peux dire que ce que je n'avais pas ici, ou alors ce que j'ai ici et que je n'avais pas là, est certainement responsable de ce changement de probabilité. Je ne suis pas capable de dire qu'il est responsable de l'événement lui-même, tel que je l'ai observé,
mais il est responsable du changement de probabilité. Donc c'est vraiment la définition, c'est la différence entre épistémologie et médecine. D'accord? Donc si je fais de l'épistémologie, je me dis que d'une manière générale, le tabac cause des cancers. C'est ce qu'on voit sur les paquets de cigarettes, le tabac tue. D'accord? Mais vous avez tous des exemples de gens autour de vous qui fument depuis 60 ans et qui sont en bonne santé. Donc, le fait de fumer et d'être en bonne santé est un problème médical. Le fait que le tabac tue est un problème d'épistémologie. Donc là, on va s'intéresser à un problème épidémiologie, excuse-moi, pardon pour ce lapsus, épidémiologie. J'aurais dû l'écrire. Pardonnez-moi. Voilà, donc voilà ce qu'on cherche à faire. Donc on va faire de l'épidémiologie. Et on va prendre un exemple concret. Donc là, je vais revenir à Oxford et chez mon collègue Miles Allen. Et donc, on a peut-être en mémoire l'hiver 2013-2014. Est-ce que vous avez en mémoire l'hiver 2013-2014? Peut-être pas. Vous êtes tous trop jeunes. Donc en 2013-2014, eh bien, on a plein de tempêtes en France, en Angleterre. Le nord-ouest de la France, c'est-à-dire la Normandie, la Bretagne, est sous les eaux. Donc on a des records de précipitations, les fleuves et les rivières débordent. Et les Anglais, eux, souffrent, c'est-à-dire la Tamise déborde et cause des dégâts records pendant cette période. Donc on a une accumulation de tempêtes, des précipitations records. Et les Anglais souffrent, bon, chez nous aussi, mais on dirait qu'on est plus habitué qu'eux. Alors, on a utilisé, donc la question qu'on va se poser, c'est finalement, est-ce que cet événement est plus probable maintenant avec des gaz à effet de serre qu'il ne l'a été sans gaz à effet de serre? D'accord? Donc, on va calculer des probabilités de dépasser un seuil de précipitation avec et sans gaz à effet de serre. Alors pour ça, il y a un outil qui a été développé par, en particulier Miles Allen, dont je parlais au début, qui s'appelle le projet Weather at Home, qui consiste à utiliser un modèle climatique assez moderne, qui est développé par la météo anglaise, donc qui est un très bon modèle, et qui consiste à faire tourner des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de fois ce modèle sur des ordinateurs portables ou personnels. Donc c'est un calcul partagé entre tous les gens qui veulent bien s'inscrire à cette initiative. Donc vous pourriez le faire aussi. Donc il va utiliser votre ordinateur pendant que vous ne l'utilisez pas pour faire des calculs. Donc c'est une alternative au supercalculateur. Donc ça utilise votre ordinateur ou les ordinateurs des particuliers quand ils ne sont pas utilisés. Évidemment, il faut être branché sur le réseau, il faut avoir allumé son ordinateur. Et donc, avec ce genre d'initiative, on est capable de faire des dizaines de milliers de simulations, alors que ce genre d'exercice coûterait excessivement cher avec un supercalculateur. Surtout dans les configurations de haute résolution qui ont été demandées. Alors là, on va faire deux types de simulations. Donc les deux types de simulations, c'est les simulations avec tous les forçages, disons, naturels, donc le volcanisme, l'activité solaire et l'activité humaine. Donc on va calculer des séquences météorologiques, plein, une dizaine de milliers, pour calculer cette probabilité P1. De manière expérimentale. Et après, on va le faire dans des mondes qui auraient pu être sans l'activité humaine. Okay, mais on va en faire encore plus parce qu'il y a plus d'incertitudes. On ne sait pas bien ce qu'aurait été un monde sans activité, enfin, quelles auraient été les conditions océaniques sans activité humaine. Enfin, avec l'activité humaine, il suffit de regarder, c'est celle qu'on connaît. Les autres elles ont plus d'incertitudes. Donc, on en fait plus pour avoir échantillonné tout ce qu'on peut avoir. Et donc, on va calculer cette probabilité sur sur un grand nombre de simulations climatiques.
et on va faire des comparaisons. Alors, avant de faire des comparaisons de probabilité, il faut s'assurer que le modèle climatique ou le modèle météorologique qu'on a utilisé, finalement, est raisonnable. Donc, ça, c'est... Donc, pour voir s'il est raisonnable, on trace des cartes. Donc, ça, c'est... par exemple, en janvier 2014, c'est quelque chose qui est lié à la pression au niveau du jet stream, donc à 200 hectopascales. Donc, c'est à peu près à 13 mm au-dessus du sol. Donc on a des structures comme ça, avec un vent d'ouest qui va balayer l'Europe, donc une cyclogénèse ici au sud du Groenland, et puis des tempêtes là, qui balayent l'Europe. Donc c'est ce qu'on observe. Et puis dans le monde des simulations, en fait, on voit quelque chose qui ressemble, avec une cyclogénèse très forte ici, qui balaye. Alors c'est pas parfait, mais c'est pour ça qu'on va s'intéresser à des choses qui se passent à peu près jusque-là. Mais dans la zone qui nous intéresse, c'est pas mal. Ça, on pourra faire mieux, mais c'est pas mal. Donc ça, là, ce que je regarde, c'est la vitesse du vent à cette altitude, et la vitesse du vent, donc le jet stream, est pas mal. Et dans le monde contrefactuel, donc là, c'est difficile à vérifier, puisqu'on ne le connaît pas, donc c'est le monde sans gaz à effet de serre, et ben, les structures, finalement, peuvent être assez différentes. Donc ça, c'est deux exemples de mondes contrefactuels. Donc ces mondes, alors, même si celui-là ressemble à celui-là, ou celui-là, où il a des structures zonales qui ressemblent, celui-là, qui est aussi probable que celui-là, eh ben, est très différent. D'accord? Alors que ceux-là se ressemblent à peu près tous. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, je vous épargne plein de trucs, mais si on trace des diagrammes, finalement, de la précipitation moyenne au mois de janvier en fonction de la probabilité ou la période de retour, donc la période de retour, c'est l'inverse de la probabilité. Alors, en rouge, ici, c'est l'ensemble des simulations factuelles, donc avec les conditions actuelles de gaz à effet de serre et volcanisme, tout ça. Donc, c'est la courbe en rouge. Et la courbe en bleu, enfin, tous les points bleus, là, c'est les courbes contrefactuelles, donc sans gaz à effet de serre. Donc, si je trace la moyenne, j'ai ce truc-là, ben, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que ce qu'on a changé, si on regarde une période de retour, donc ce qui a été observé, c'est à peu près 5 mm par jour en moyenne au mois de janvier 2014. Donc on est dans ce genre de graphe, donc une période de retour finalement assez grande, quelques centaines d'années. Et ben, on est quand même dans un cas où cette valeur est assez difficile à obtenir sans gaz à effet de serre, alors que c'est tout à fait possible avec gaz à effet de serre. D'accord? Donc on a une augmentation de la probabilité. Donc en fait, l'augmentation de la probabilité se voit qu'on va dans ce sens-là. Ou alors à probabilité donnée, ou à niveau de retour donné, eh bien, on a une augmentation de l'intensité qu'on voit bien. On peut faire plein de calculs pour tester que c'est significatif, mais il se trouve que ça marche bien. Donc le résultat, c'est qu'on a une augmentation de la précipitation pour une situation météorologique zonale persistante. La situation météorologique zonale, c'est ça. C'est qu'on a des vents d'ouest persistants, donc qui vont du Groenland jusqu'à l'Europe. Une situation méridienne, c'est quand le vent souffle du sud vers le nord. Zonal, c'est l'ouest vers l'est. Donc on a quelque chose de très persistant. En fait, on a une situation météorologique qui ressemble à celle-là pendant pratiquement 3 mois, ce qui est complètement exceptionnel. Alors comment est-ce qu'on explique cette augmentation de la précipitation pour une même situation météorologique? À ça, il faut revenir à des relations thermodynamiques. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez la relation de Clausius-Clapeyron, qui va vous dire que la pression de vapeur saturante est liée à la température, et la pression de vapeur saturante de l'eau va vous dire que, finalement, une atmosphère plus chaude va retenir plus d'eau. On a plus d'eau dans l'atmosphère parce qu'il fait un peu plus chaud. Et ce changement est tout à fait cohérent, enfin, est complètement expliqué par la relation de Clausius-Clapeyron. Donc ça marche bien. Bon, après, on peut s'intéresser aux pertes économiques, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va passer maintenant à un autre événement qui est plus récent,
Donc on fait des choses un peu différentes. Donc ça, c'est une vague de chaleur en 2018, donc pas cette année, mais l'année précédente. Donc 2018, c'est la deuxième année la plus chaude en France, le deuxième été le plus chaud en France, mais la plus grosse vague de chaleur, le gros de la vague de chaleur n'était pas en France, mais en Scandinavie. Donc en Scandinavie, en 2019, on a des feux de forêt énormes, des choses sans précédent. Bon, on bat des records de température aux Pays-Bas et en Allemagne, mais en grosse sécheresse, gros feux de forêt en Scandinavie. Et qu'est-ce qu'on peut, on peut s'intéresser au changement de probabilité de cet événement et comparer des probabilités de déclenchement de cet événement maintenant et dans le passé ou dans le futur. Et donc ça, c'est un peu ce genre. Donc je vous rappelle P1, donc c'est la probabilité actuelle. P0, c'est une probabilité sans activité humaine. Et donc là, on peut faire des exercices soit avec des observations, soit avec des simulations numériques, avec, sans gaz à effet de serre. Et on a une réponse assez cohérente, c'est qu'on multiplie pratiquement par 100 la probabilité d'une vague de chaleur similaire dans toutes les simulations climatiques disponibles. D'accord ? Donc entre maintenant et avant, on a 100 fois plus de chances d'avoir une vague de chaleur comparable. Donc, bon, on peut calculer des intervalles de confiance. Donc ça, c'est PR et R, c'est la même chose, c'est le rapport de probabilité. Okay, donc en 1850, bon, on a assez peu de chances de voir ces probabilités sont toutes petites mais identiques. Et puis après, plus on va vers le présent, voire dans le futur, eh bien, ce rapport de probabilité, ou cette probabilité change beaucoup par rapport à celle-là. Et puis vers la fin du XXIe siècle, on a multiplié par encore plus que 100 cette probabilité. Bien, le temps passe, donc je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais donc on va commencer à conclure. Donc, tout ça pour dire que, bon, on fait de la recherche, on fait des choses assez pointues en statistique, en climatologie, mais vous voyez que là, ce résultat, c'était pour une vague de chaleur en 2018. On a fait le même exercice pour la vague de chaleur de 2019 et une ambition, c'était une demande du ministère de l'Environnement, c'était d'être capable de faire l'exercice que je vous ai montré en très très peu de temps. Très peu de temps, ça veut dire 2 semaines par exemple. Ou est-ce qu'on est capable d'écrire un rapport assez exhaustif sur un événement extrême en moins de 2 semaines. Bon, enfin, il se trouve que la réponse est oui. Alors, en moins de 2 semaines, on n'est peut-être pas optimaux, c'est-à-dire que des fois, il faut attendre plus que 2 semaines pour avoir le résultat de toutes les observations disponibles. Mais en 2 semaines, on peut dire des choses finalement très intéressantes et très pertinentes. Attendre 3 semaines ou 1 mois ne changera pas la face du monde, c'est-à-dire que l'essentiel du résultat est à peu près disponible. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on est capable de mettre au point donc voilà, ça c'est un exemple de ces graphes dont je vous ai parlé, de changement de probabilité. On est capable de faire ça en assez peu de temps et surtout de le communiquer auprès soit du grand public, soit de décideurs, soit du ministère, sous forme de fiches synthétiques. Donc ça marche assez bien. Donc la chose la plus difficile, finalement, pour nous, ça a été de mettre au point des diagnostics statistiques ou de mettre au point une méthode qui fonctionne bien sur un certain type d'événement. Alors, on ne fait pas ça pour tout. Donc, on est très, très fort pour des vagues de chaleur, pour des vagues de froid, qui ont des phénoménologies complètement différentes. On est très fort pour des précipitations intenses qui durent longtemps, comme janvier 2014. Par contre, on ne sait pas faire ça pour des cyclones. Cyclone, ça demande une connaissance de la physique qui est très différente de tout ce que j'ai montré. Et donc, ça demanderait de faire des choses qu'on ne sait pas encore faire. Voilà, donc sur certains types d'événements, on est assez bon pour répondre en très peu de temps. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc, si vous voulez en savoir plus, y a ce livre-là qui est sorti déjà il y a quelques années, il y a 4 ans. Pour ceux qui lisent l'anglais, eh bien, tous les ans, un exercice est fait
par la communauté des climatologues, enfin la communauté internationale des climatologues. Donc c'est publié dans un numéro spécial du bulletin de la Société américaine de météorologie, mais c'est disponible de manière tout à fait libre. C'est un retour sur les événements extrêmes qui ont lieu au cours de l'année. D'accord, donc c'est des articles assez courts. On essaie d'être le plus exhaustif possible et on essaie d'appliquer ce qu'on sait faire en assez peu de temps. Donc c'est un résumé de la science en cours, soit du développement des méthodes et de leur application sur des cas concrets qui se sont passés l'année précédente. Donc là c'est le numéro de 2013, mais tous les ans, il y en a un donc, auquel nous contribuons régulièrement. Voilà, et si vous voulez une synthèse plus grande, mais plus ancienne, puisque ça c'est un rapport qui commence à dater, qui date de 2012. Donc il y a un rapport spécial du GIEC, l'IPCC en anglais, qui en 2012 faisait une synthèse sur les événements extrêmes et leur évolution et leur lien ou non avec le changement climatique. Certaines choses datent, mais ça peut être c'est assez intéressant aussi pour en savoir plus sur les événements extrêmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la place à Hélène Guimau.